Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les petites vengeances mesquines de Redditeurs et Redditrices. La première a pour titre Ma belle-mère, sa robe blanche, mon mariage et ma vengeance. Mon mari et moi, hommes 33 tous les deux, on s'est rencontrés il y a 7 ans et on s'est mis ensemble après 3 ans. On s'est mariés l'année dernière. On a décidé d'organiser un repas avec chaque famille séparément pour annoncer nos fiançailles. Le dîner avec ma famille s'est bien passé. Au contraire, le dîner avec sa famille est devenu stressant dès qu'on a annoncé la nouvelle. Au début, ses parents et sa sœur avaient l'air enchantés pour nous. Puis ils ont voulu avoir des détails sur ce qu'on prévoyait pour la cérémonie. On leur a dit la vérité, qu'on n'avait pas encore décidé parce qu'on venait juste de se fiancer. Ma belle-mère a alors dit qu'elle porterait du blanc pour cette soirée. Elle n'a même pas appelé ça un mariage. Juste une soirée. J'ai demandé si elle était sérieuse et pourquoi elle pense que c'est ok d'aller à un mariage habillé en blanc. Elle a répondu que c'était pas un vrai mariage, parce qu'on est 2 hommes, et que de toute manière, il n'y aurait pas de marié avec une robe blanche. J'étais en rage quand j'ai entendu ça, et j'ai perdu un peu mes moyens. Je lui ai dit que son attitude était super irrespectueuse et franchement vulgaire. Que son fils et moi on se marie, c'est la définition d'un mariage, et que si elle venait habillée en blanc, on la laisserait pas rentrer. Mon mari a tout fait pour me calmer, mais au final, on est parti. Un jour plus tard, je l'ai appelée pour m'excuser de mon comportement. Je lui ai dit qu'elle était toujours invitée à notre mariage, mais je lui ai aussi demandé de ne pas porter de blanc, parce que ça reste un mariage même si on est 2 hommes. Elle ne s'est pas excusée du tout, mais elle a accepté ma demande et a dit qu'elle ne viendrait pas en blanc. 2 mois plus tard, la sœur de mon mari nous appelle pour nous prévenir que sa mère a acheté une robe blanche. J'étais super en colère, mais mon mari ne voulait pas faire une scène. Il m'a dit qu'il me soutiendrait dans ma décision, mais qu'il apprécierait si on pouvait trouver un compromis où sa mère peut venir à notre mariage, parce que c'est une personne très importante pour lui. J'ai dit que j'y réfléchirais, mais que le comportement de sa mère est très décevant et irrespectueux. J'ai parlé de la situation à une de mes meilleures amies, femme 32 ans, et elle m'a suggéré de demander à tous les invités de venir en blanc, pour que ma belle-mère ne puisse pas se faire remarquer. J'ai décidé d'être encore plus rancunier et de ne demander qu'aux femmes de venir en robe blanche. Et j'ai bien précisé que si c'était une robe de mariée, c'était encore mieux. On a envoyé nos invitations qui mentionnaient bien le thème robe blanche. On a demandé aux personnes proches de ma belle-mère de ne pas lui en parler. Et on lui a envoyé une invitation différente où rien de tout ça n'était mentionné. Le jour de notre mariage, elle arrive avec sa robe blanche et je l'accueille à bras ouverts, dehors. Je lui mentionne que je crois que j'ai vu d'autres personnes en blanc. Elle a l'air perplexe. Elle entre dans la salle et regarde autour d'elle. Elle avait l'air très surprise, et elle a tellement pâli qu'elle était aussi blanche que sa robe. Presque toutes les femmes présentes étaient en blanc. Elle était agacée et elle a boudé pendant toute la soirée. J'étais très heureux, non seulement d'épouser l'amour de ma vie, mais aussi de ne pas laisser ma belle-mère gâcher le moment. Il y a souvent ce genre d'histoire d'une ou deux personnes qui cherchent à gâcher un mariage en venant dans une tenue extravagante ou inappropriée. Et j'adore quand les mariés laissent faire, mais font en sorte que tous les invités soient habillés pareil. Ça arrive de temps en temps dans les histoires Reddit et c'est toujours très agréable à lire. L'histoire suivante a pour titre Mon boss joue au con et perd son job. De mes 16 à mes 20 ans, je travaillais dans un fast-food ouvert 24 heures sur 24. Après avoir travaillé là-bas quelques années, j'étais parfaitement capable de gérer le magasin seul, aussi longtemps que nécessaire, sans que le service en pâtisse ou que les clients soient moins satisfaits. Quand j'ai eu 19 ans, mon grand-père est tombé malade. Je l'ai très mal vécu, on était très proches. Mon chef et moi on s'entendait bien, donc on a passé un marché. Il me donnait autant d'heures de travail que possible, et j'étais officieusement d'astreinte à chaque fois qu'il y avait quelqu'un à remplacer. Les lundis, le jour où on avait le plus de monde, je travaillais 24 heures d'affilée. Avec tout ça, je faisais généralement 10 à 15 heures sup par semaine, parfois plus. En faisant ça, mon boss économisait beaucoup d'argent, parce qu'il me payait certes un taux horaire plus élevé, mais je pouvais tenir le magasin seul. L'alternative était d'avoir 3 personnes pour faire mon travail. Il a donc fortement augmenté les profits du magasin avec ce système. Naturellement, il s'est fait bien voir du siège avec ses très bons résultats. Et au bout de 6 mois, il m'a obtenu une super augmentation en expliquant comme je travaillais bien. L'autre avantage de ce système, c'est que j'avais une semaine de repos chaque mois pour rendre visite à mon grand-père et l'aider de toutes les manières que je pouvais. Et l'argent supplémentaire que je me faisais m'a servi à payer ses traitements. On a fonctionné comme ça pendant 1 an, avant que mon boss ait une super promotion. Il allait devenir manager régional. Il a obtenu cette promotion parce que notre restaurant avait des revenus 15% plus élevés que le deuxième plus profitable de la région, alors qu'on était dans une zone moins passante. Le nouveau manager qui a remplacé mon ancien boss était une pourriture.
Il a été informé de notre marché par mon ancien chef, mais il a immédiatement dit que c'était ridicule et stupide, qu'il perdrait beaucoup d'argent en me payant autant d'heures sup. Mon ancien chef n'a pas insisté, parce que même si les performances de notre resto diminuaient, ça n'était pas son problème. Ça rendrait même ses performances encore plus impressionnantes. Donc je me suis retrouvé à ne travailler qu'une trentaine d'heures par semaine, mais il me demandait quand même de faire une journée de 24 heures, ou des nuits de 8 heures en solo. Donc j'avais des horaires nazes et j'étais bien moins payé. En plus, il refusait de me laisser prendre une semaine par mois pour aller voir mon grand-père. Donc j'ai démissionné, et il a vite compris qu'il avait sacrément merdé. J'ai appris par mon ancien boss que les profits du magasin sont descendus à 15% de moins que le deuxième moins profitable de la région. Le nouveau manager a vite été viré pour avoir fait baisser les revenus de 125%. Et cet idiot a tenté de me faire porter le chapeau en disant que tout était ma faute parce que j'avais démissionné. Rien de bien incroyable dans ma petite vengeance. J'ai juste posé ma démission. Mais ça a eu son petit effet. Ah, je comprends pas les managers qui arrivent dans une nouvelle entreprise, et qui fonctionne bien, qui est profitable, et qui se disent allons-y, changeons tout ce qui fonctionne. Ben non en fait. Si ça fonctionne, laisse faire. Enfin bon, tant mieux pour EP, j'espère qu'il a pu passer beaucoup de temps avec son grand-père. L'histoire suivante a pour titre Qui sème le vent récolte la tempête. Cette histoire a eu lieu il y a plus de 45 ans, quand j'étais un garçon de 12 ans. On habitait une petite ville, et la plupart de mes amis étaient mes cousins. Pendant la première journée de collège, je me rends compte qu'il y a dans ma classe une fille super mignonne, avec de grands yeux bleus et des cheveux bruns. J'ai dit à mon cousin de 13 ans que j'avais un gros crush, et que je cherchais un moyen d'engager la conversation avec cette fille. J'étais très timide à cet âge. Le lendemain, je vois mon cousin parler à cette fille dans le couloir. Puis il vient me voir, et il m'annonce qu'ils sortent ensemble, et qu'il lui a demandé le matin même. J'étais très blessé que mon cousin et ami puissent me trahir comme ça, mais j'ai rien dit. J'ai mis cette histoire de côté, en sachant très bien qu'une occasion de me venger se présenterait un jour ou l'autre. 9 ans plus tard, j'ai maintenant 21 ans. Mon cousin vient me voir et me dit qu'il veut qu'on aille à la patinoire du coin ensemble. Je suis pas intéressé parce que j'y suis pas allé depuis mes 13-14 ans et c'est à peu près l'âge du public, encore aujourd'hui. Mais il insiste, donc je finis par accepter. On arrive et je me rends compte très vite que la raison pour laquelle on est là, c'est une jeune femme blonde de 19 ans, très mignonne et qui travaille à la patinoire. Mon cousin veut de toute évidence discuter avec elle et l'inviter à un date. On part après 1 heure et il n'a toujours pas eu le courage de lui proposer une sortie. J'ai décidé de jouer fair play. J'ai encore laissé 2 jours à mon cousin pour se lancer. Mais il l'a pas fait. Donc je passe à ma petite vengeance mesquine. Je l'appelle et je lui propose un date qu'elle accepte tout de suite. On s'est vu environ 1 fois par semaine pendant 1 mois, sans que ça devienne super sérieux. Un jour, alors que je passe la chercher, elle me dit que mon cousin l'a appelée pour lui proposer un date. Elle lui a répondu qu'elle pouvait pas, parce qu'elle voyait déjà quelqu'un. Son cousin, moi. 2 jours plus tard, je croise mon cousin, et il me demande tout gêné si je sortais déjà avec elle quand on allait à la patinoire. Je lui réponds juste non, et je poursuis mon chemin. La tête qu'il a tirée valait clairement les 9 ans d'attente pour ma vengeance. J'ai continué à voir la jolie blonde de la patinoire pendant encore quelques semaines, mais on n'était pas très compatibles au final, et on a décidé d'arrêter là. Eh ben dis donc, OP est plutôt du genre rancunier. De se garder une vengeance sous le coude pendant 9 ans, c'en est impressionnant. J'espère que son cousin l'a pas trop mal pris. L'histoire suivante a pour titre Allô Phil? Non, c'est pas Phil. Cette histoire m'est arrivée il y a 20 ans, mais ça me fait encore sourire quand j'y pense. Quelqu'un a commencé à appeler mon portable et a demandé à parler à Phil, avec un accent écossais très fort. C'était clairement pas quelqu'un que je connaissais, et j'étais sûr que c'était pas un canular. Au début, je répondais juste que c'était pas Phil, qu'il avait fait un mauvais numéro. Il soupirait de manière exaspérée et raccrochait. Ça n'arrivait que toutes les 2 ou 3 semaines, mais au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Il me laissait même des messages vocaux pour Phil, en lien avec son travail. Mais en général, c'était juste des Allô Phil? Mauvais numéro. Et il raccrochait. Je lui ai envoyé des textos pour lui demander de changer le numéro de Phil dans son répertoire, mais il m'a entièrement ignoré. Et il y a 20 ans, c'était plus compliqué de bloquer un numéro qu'aujourd'hui. Un jour, il m'appelle et il a l'air un peu paniqué. Il me dit Allô Phil? La réunion est déplacée demain. Elle sera à 9 heures au lieu de 16. Est-ce que c'est toujours bon pour toi? Yep. T'es sûr, hein? Yep. Super. À demain alors. Et il ne m'a plus jamais appelé après ça. C'est pareil, ce genre d'histoire, j'en ai déjà lu plusieurs fois sur Reddit, et je comprends pas le mode de pensée de la personne qui refuse de changer le numéro, parce qu'en fait, cette personne, elle sait qu'elle aura jamais Phil à ce numéro-là. C'est pas le genre de chose qui peut changer dans le temps. Phil n'a pas ce téléphone dans les mains.
Je comprends pas. Enfin bref, il a dû se sentir bien bête à 9h du matin à sa réunion quand Phil est pas arrivé. Bravo OP, je pense que c'était la meilleure manière de gérer la situation. L'histoire suivante a pour titre Quoi? T'avais besoin de ces papiers? Je suis à l'aéroport, j'attends mon vol qui a du retard, et je ricane dans mon coin d'un incident qui s'est passé tout à l'heure. Alors je partage. Alors que je passe les contrôles de sécurité, une famille nombreuse récupère ses affaires devant moi. Mais ils laissent leurs 6 ou 7 bacs sur le convoyeur, et ils s'en vont gaiement sans prendre le temps d'empiler les bacs et de les ranger au bon endroit. La seule manière pour moi de récupérer mes affaires consistait à m'occuper moi-même des bacs qu'ils avaient laissés. Alors que je les mets à leur place, je me rends compte que quelqu'un a oublié toutes leurs cartes d'embarquement dans un des bacs. Je récupère mon sac et je me dirige vers la porte. Je croise alors le père qui repart en courant vers l'espace sécurité, pour récupérer les cartes d'embarquement, je suppose. Oups, elles doivent être de l'autre côté des portiques maintenant. J'espère qu'il a trouvé une des très rares bornes d'impression à temps pour imprimer de nouvelles cartes, et qu'ils ont tous appris qu'il valait mieux ne pas partir sans ranger ses bacs et vérifier qu'il ne reste rien à l'intérieur. Ah, dur comme vengeance, si en plus ils ont raté leur avion à cause de ça. Je comprends parfaitement l'exaspération d'OP, mais dur. L'histoire suivante a pour titre Va falloir que tu bouges si tu veux te garer. Vendredi dernier, j'attendais dans la voiture que mon mari termine un rendez-vous médical. Il sort du bâtiment, emboîtant et souffrant suite à des injections dans la hanche. Doucement, il entre dans la voiture et commence à me raconter comment ça s'est passé. Je démarre la voiture, je passe la marche arrière, et je vois que la voiture qui arrive veut se garer à ma place. Cool. Est-ce qu'elle va reculer pour me laisser sortir? Non. Donc j'attends qu'elle recule. Elle le fait pas. J'attends, elle attend. C'est une route très passante, et je suis garé en bataille. J'attends toujours. Ça fait pas loin d'une minute. Donc je décide qu'il nous faut du lait. Je coupe le contact, et je dis à mon mari de patienter et de me dire ce qui s'est passé quand je reviens. Je vais faire ma commission, et quand je reviens, il a un grand sourire, et il ricane gaiement. Je lui demande alors? Il se trouve que notre Karen a quand même fini par s'impatienter. Elle a klaxonné 2 fois, puis elle a fini par avancer pour voir ce qui se passait. C'est là qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de conducteur dans la voiture. Elle a à nouveau klaxonné avant de partir en trombe. Ça faisait longtemps que j'avais rien fait d'aussi mesquin. Pareil, encore une fois, je vais vous parler de mon incompréhension face à la race humaine. Je comprends pas pourquoi notre espèce a autant de mal à laisser sortir les gens avant de rentrer. Que ce soit pour se garer d'un ascenseur, d'une rame de métro, n'importe où. Il y a juste une seule manière logique de faire, c'est de laisser sortir avant de rentrer. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce concept. Bien joué OP. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. Je veux bien savoir en commentaire laquelle a été votre préférée. À bientôt sur Reddit.